Solana vous vole de l'argent. Dans l'écosystème Web3, on aime bien se plaindre de la planche à billets. Il y a toujours cette idée que l'impression monétaire, c'est du vol. Et c'est vrai, quand il y a de l'impression monétaire, on dilue la valeur de la monnaie déjà en circulation. C'est vraiment un transfert de valeur de ceux qui possédaient la monnaie déjà en circulation vers ceux qui reçoivent la monnaie nouvellement émise. C'est d'ailleurs l'abolition de la planche à billets avec un supply strictement capé qui a en grande partie permis à Bitcoin de s'imposer. Bon, et bien Solana, c'est un petit peu le champion de l'inflation dans les crypto-monnaies hautement capitalisées. Si on le compare avec ses concurrents directs, à savoir l'ETH, le BNB, l'ADA et la VAX, Solana se distingue comme la seule blockchain d'infrastructure avec une inflation significative à long terme. Le BNB, l'ADA et la VAX ont tous les trois un supply strictement limité, comme Bitcoin, et l'Ether, même s'il n'est pas strictement capé, a aujourd'hui une tokenomics qui est plutôt déflationniste. Tandis que le Sol a une inflation à long terme qui va se stabiliser à 1,5%, ce qui est non négligeable. Mais alors, est-ce que la blockchain Solana est complètement dans l'erreur, ou sont-ils les seuls à avoir raison? Il n'y a pas 36 solutions, soit l'inflation est une bonne idée pour une blockchain d'infrastructure, et dans ce cas-là, toute la concurrence est dans l'erreur, soit ce n'est pas une bonne idée, et dans ce cas-là, Solana s'est planté. C'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Pourquoi un Layer 1 aurait besoin d'inflation? Pour comprendre ça, il faut repartir à la base de la conception d'une blockchain décentralisée. Dans un réseau décentralisé, il y a un enjeu principal qui est de se mettre d'accord sur l'ordre des transactions dans le temps. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça qu'on a besoin de ce qu'on appelle un consensus. Le principe d'un consensus étant simplement que la majorité du réseau se mette d'accord sur une version de l'historique des transactions. Une version officielle de l'état de la blockchain. Bon, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'est-ce que ça veut dire exactement la majorité du réseau? Puisque les réseaux décentralisés sont pseudonymes, n'importe qui peut créer une adresse. On ne sait pas qui est derrière une adresse, et on ne peut pas empêcher une personne de créer plusieurs adresses. Donc la notion de majorité n'est pas vraiment évidente. On ne sait pas combien de personnes utilisent le réseau, et une personne peut créer des milliards d'adresses. C'est pour ça qu'on a dû mettre en place des moyens plus complexes pour définir cette majorité. Ce sont les fameux consensus, les plus connus étant le Proof of Work et le Proof of Stake. Le Proof of Work, c'est une majorité qui se base sur la puissance de calcul, et le Proof of Stake, c'est une majorité qui se base sur la quantité de capital staké. Mais malheureusement, dans les deux cas, il y a toujours un risque que le réseau se fasse attaquer. La décentralisation, c'est sympa, mais ça a un prix. Dans le cas du Proof of Work, un attaquant qui s'empare de plus de 50% de la puissance de calcul du réseau peut littéralement détruire le réseau, en l'empêchant de fonctionner correctement, le rendant inutilisable. Et dans le cas du Proof of Stake, il y a plusieurs types d'attaques plus ou moins graves, mais en gros, ça commence à être vraiment embêtant si un attaquant possède plus de 33% des tokens stakés. Et ça devient encore plus problématique si ce montant atteint 50% ou 66% des tokens stakés. Bon, alors ces seuils de 33%, 50%, 66% peuvent changer d'une blockchain à l'autre, selon son design. Mais en tout cas, pour n'importe quelle blockchain sécurisée en Proof of Stake, il existe toujours un risque d'attaque par un attaquant qui posséderait une part suffisamment grande des tokens stakés. On en arrive donc à la grande nécessité d'un Layer 1 qui fonctionne en Proof of Stake, ce qui est le cas de toutes les blockchains d'infrastructures les plus capitalisées. Pour que ces réseaux soient bien sécurisés, il faut que les validateurs honnêtes mettent en staking la plus grande quantité possible de tokens, la plus grande quantité possible de valeur. Plus il y a de valeur honnête stakée, plus il va être difficile pour un attaquant malhonnête d'en contrôler une grande partie, et plus le réseau sera sécurisé. Et gardons bien en tête qu'il n'y a aucun moyen de réduire à zéro ce risque d'attaque. Plus il y a de valeur stakée, plus ce sera difficile d'attaquer le réseau, mais ce sera toujours possible. C'est exactement la même chose pour le Proof of Work de Bitcoin. Plus il y a de puissance de calcul contrôlée par les mineurs honnêtes, plus il est improbable qu'un attaquant malhonnête puisse contrôler plus de 51% de cette puissance de calcul. Mais le risque ne tombe jamais à zéro. D'ailleurs, il y a des chances que ce risque devienne de plus en plus important avec le temps pour Bitcoin, et que cela pose un vrai problème de sécurité à long terme. Je détaille tout ça dans cette vidéo. Mais revenons-en au Proof of Stake. Pour comparer la sécurité de différents réseaux qui fonctionnent en Proof of Stake, il faut regarder la quantité de valeur stakée. Pour Solana, c'est 68% du supply qui est staké, soit environ 26 milliards de dollars. Pour Avalanche, c'est 56% du supply, soit environ 6,6 milliards de dollars. Et pour Ethereum, c'est 25% du supply, qui équivaut à 64 milliards de dollars. Donc on pourrait se dire que Ethereum est le plus sécurisé car il y a la plus grande valeur stakée en dollars. Mais en réalité c'est plus compliqué que ça, il faut pas simplement regarder la quantité de valeur qui est stakée, il faut se demander à quel point ce serait difficile pour un attaquant de se procurer une grande partie de cette valeur.
Par exemple, même s'il y a une plus grande quantité de valeur stakée en ETH, il serait probablement beaucoup plus difficile d'acquérir une grande quantité de Sol. Car d'une part, le Sol est moins liquide que l'ETH, et en plus, il faudrait en acquérir une proportion beaucoup plus grande pour attaquer le réseau. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que Solana est plus sécurisé actuellement que Ethereum. Enfin, en imaginant un attaquant qui ne possède ni Sol ni ETH. J'insiste bien là-dessus, ici on s'intéresse à la difficulté d'une attaque par un outsider qui ne possède pas encore de token. En partant donc de l'hypothèse que tous les stakers actuels sont honnêtes. Bref, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute chose égale par ailleurs, un réseau est plus sécurisé s'il y a une plus grande partie de tokens stakés. Bon ok, on a bien compris, pour qu'un Layer 1 qui fonctionne en Proof of Stake soit bien sécurisé, il faut qu'il y ait une grande quantité de tokens stakés. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? On en revient finalement à notre premier sujet, l'inflation. Staker des tokens, c'est très contraignant, ça vous oblige à bloquer de la valeur un certain temps sans pouvoir la récupérer facilement. Donc si vous voulez que les utilisateurs le fassent, il va falloir leur donner une incitation, leur donner une récompense. Plus vous leur donnerez de récompenses, plus cela incitera les gens à staker leurs tokens. Et sur ce genre de blockchain, la valeur que vous distribuez aux stakers peut venir de deux sources bien distinctes. Les frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs du réseau, et l'émission de nouveaux tokens, l'inflation, qui va diluer la valeur des tokens en circulation et qui revient donc à une taxe sur les holders. Donc finalement, le choix d'un Layer 1 se résume au dilemme suivant. Soit vous financez les rendements des stakers uniquement avec les frais de transaction, auquel cas la valeur de votre token arrêtera de se diluer à long terme vu qu'il n'y aura pas d'inflation. Mais en contrepartie, le rendement des stakers, et donc l'incitation qui garantit la sécurité de votre réseau, ne dépendra à long terme que de l'activité sur le réseau. C'est le choix qui a été fait par la blockchain Avalanche par exemple, avec une tokenomics extrêmement intéressante, mais qui fait le choix de se reposer à long terme uniquement sur les frais de transaction pour financer les rendements de staking. Pareil pour le token ADA de la blockchain Cardano, qui a un supply strictement limité, comme le token AVAX d'Avalanche. Ou alors, deuxième option, c'est de financer le rendement des validateurs, des stakers, avec de l'inflation. Cela vous donne une garantie beaucoup plus certaine du niveau de sécurité de long terme du réseau, car cette sécurité dépend beaucoup moins de l'activité sur le réseau. Mais en contrepartie, vous diluez la valeur de votre token. C'est le modèle qui a été choisi par Solana, avec une supply illimitée et une inflation qui se stabilisera à long terme à 1,5% annuel. Attention, ça ne veut pas forcément dire que le prix du token Solana va baisser à long terme. Il peut y avoir plein de raisons qui font que le prix va augmenter. Ça peut être de la spéculation ou une augmentation de la demande du token s'il y a une hausse de l'utilisation du réseau Solana, ou encore le fait qu'une partie des frais de transaction soit brûlée, ce qui exerce une pression haussière, aussi minime soit-elle, sur le token. Donc au global, Solana pourrait tout à fait prendre de la valeur à long terme, il n'y a pas de problème. Mais la pression baissière exercée par l'inflation sera toujours là. Elle amoindrira la hausse du prix du token pendant les phases haussières, et elle accentuera la baisse du prix du token pendant les phases baissières. Est-ce que ça veut dire que le SOL est un token anti-investisseur? Non, ça veut plutôt dire que le SOL est un token anti-investisseur passif, un token anti-holder. Il faut garder en tête que tous les holders sont constamment et progressivement dilués par l'inflation, et que la valeur extraite des holders est redistribuée aux stakers, redistribuée aux validateurs. C'est un transfert de valeur des investisseurs passifs vers les investisseurs actifs qui contribuent au réseau. Donc si vous êtes un investisseur actif qui veut devenir un validateur ou qui veut bien déléguer ses tokens à des validateurs, alors vous avez tout à fait intérêt à aller vers des tokens à inflation, car vous faites partie de ceux qui bénéficient de ces transferts de valeur. Par contre, si vous êtes du genre à simplement hold un token, gardez en tête que vous vous faites prélever de la valeur pour subventionner le rendement des stakers. Bon, et puis au milieu de ça, vous avez le modèle d'Ethereum, qui est un modèle hybride. Ethereum a une supply qui n'est pas strictement limitée. Il y a une émission annuelle, qui était d'ailleurs extrêmement élevée à l'époque où il fonctionnait en Proof of Work, mais qui est devenue très faible avec environ 0,52% d'inflation annuelle depuis The Merge, depuis qu'il est passé en Proof of Stake. Mais une partie non négligeable des frais de transaction sur Ethereum, le base fees, sont brûlés à chaque bloc, ce qui exerce au contraire une pression déflationniste sur le token.
Au final, Ethereum a aujourd'hui une supply algorithmique qui oscille entre légèrement inflationniste et légèrement déflationniste. Mais a priori, plutôt légèrement déflationniste. C'est donc un token un petit peu hybride avec une inflation extrêmement légère qui va prélever de la valeur sur les holders pour financer la sécurité. Mais au final, cette inflation est globalement compensée par le burning des frais de transaction, et l'Ether ne défavorise au final pas du tout les holders. Bon, mais au final, qui a raison? Je vais vous le dire cash, d'après moi, c'est Solana qui a raison. Et encore, si j'avais dû moi-même designer une tokenomics de Layer 1, j'aurais probablement mis une inflation plus élevée que 1,5% à long terme. Pourquoi ? Parce que l'inflation décourage le holding et encourage le staking. Et c'est exactement l'objectif numéro 1 pour un Layer 1 d'infrastructure. Un token inflationniste, c'est pas grave, ça ne décourage pas fondamentalement l'investissement. Ça décourage l'investissement passif. Les seuls qui sont pénalisés, au final, ce sont les holders. Mais les stakers, eux, ne sont pas pénalisés. Au contraire, ils reçoivent une partie de la valeur prélevée sur les holders. Donc un Layer 1 inflationniste va fortement inciter le staking. Et ça va rendre le réseau beaucoup plus sécurisé, pour deux raisons. La première, c'est qu'une grande partie du supply sera stakée, il faudra donc acquérir une grande partie du supply pour attaquer le réseau. Et la deuxième, c'est que le token sera moins liquide, car il y aura une petite partie des tokens qui seront disponibles sur les marchés, ce qui rendra d'autant plus difficile d'acquérir une grande partie des tokens pour un potentiel attaquant. Au contraire, un modèle comme Avalanche ou Ethereum ne va pas décourager les holders. On va se retrouver potentiellement avec une grande partie de holders passifs. Bon, évidemment, tout ça n'est pas tout rose. L'inflation avec le temps peut poser un problème de centralisation. Les plus gros stakers vont progressivement accumuler une part de plus en plus grosse du supply total, à force de capter l'inflation. Les riches deviennent plus riches. Et plus l'inflation sera élevée, plus ce phénomène de centralisation du supply sera rapide. Donc, ce qu'il faut garder en tête de cette vidéo, c'est que dans une optique de pure optimisation de la sécurité d'un réseau, il y a beaucoup de sens à mettre en place une politique monétaire inflationniste, voire très inflationniste, qui débouchera très naturellement sur une grande proportion de tokens stakés. Mais au contraire, dans une optique de plus de décentralisation du supply, il faut faire extrêmement attention à l'inflation, qui va progressivement rendre les riches toujours plus riches. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, il faut faire des concessions. Personnellement, je suis plutôt de la team inflation pour une meilleure sécurisation du réseau, mais je peux comprendre qu'on puisse craindre une centralisation du supply à long terme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et quel est votre Layer 1 préféré. Personnellement, je suis plutôt de la team Ethereum, mais j'avoue que j'aime plutôt bien la tokenomics de Solana. Si vous avez un projet Web3 et que ça vous intéresse d'être accompagné sur la conception économique de ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Et moi je vous dis à très bientôt.